Bonjour. Jean-Paul Sartre, situation 4, deuxième partie. 7 janvier 1960. Paul Nizan. Les communistes ne croient pas à l'enfer. La vertu, avec le whisky, notre principal divertissement. L'hibernation de Nizan l'a rajeuni. Dirigez votre rage sur ceux qui l'ont provoqué. Nizan, l'homme qui dit non jusqu'au bout. Il louchait comme moi, mais en sens inverse. Léon Brunswick nous a confondus et me félicita d'avoir écrit Les chiens de garde. Je souris. Je le copiais, mais sur moi les beaux habits se changeaient en hardes. Je me résignais à le contempler. Il ne supportait pas que sa maîtresse eût un passé. Il m'a proposé à 16 ans d'être surhomme, et j'ai accepté. Nous marchions à travers Paris durant des journées. Il avait peur de mourir. Le parti nous sépara. J'étais son ami d'adolescence, un petit bourgeois qu'il aimait bien. Son extrémisme ne variait pas. Il fallait ruiner l'ordre établi. Moi j'aimais qu'il existât et pouvoir lui jeter ses bombes, mes paroles. Dans une société qui réserve ses femmes aux vieillards et aux riches, c'est le premier malheur d'un jeune homme sans fortune et la prémonition de ses ennuis futurs. Époque du grand désir, les surréalistes voulaient réveiller cette infinie concupiscence dont l'objet n'est autre que tout. Dans Antoine Boyer, où il se décrit, il écrira « Aussi longtemps que les hommes ne seront pas complets et libres, ils rêveront la nuit ». Il souffrait de ces contradictions présentes que pour les déchiffrer à la lumière de l'avenir. Des mutilations nous attendent. Après tout, nous savons comment vivent nos parents. Il se mit à répéter les sombres folies de son père. Il craignait que ses dégoûts très réels ne finissent par lui donner une subjectivité trop exquise. Il voulait être soi et le monde entier le séparait de lui-même. D'éclairir la plénitude des instants, la doctrine le combla et fit du marxisme une seconde nature. L'écrivain, c'est le parti qu'il a fait. La vérité de la vie est du côté de ceux qui n'ont pas réussi. Je le tenais pour le communiste parfait. Son père avait travaillé pour d'autres qui lui volaient sa force et sa vie. Contre cela, Nizan s'était fait communiste. Merleau-Ponty, que d'amis que j'ai perdus, qui vivent encore. Pascalien dès l'adolescence, avant d'avoir lu Pascal. Il éprouvait sa personne singulière comme la singularité d'une aventure. Découvrir le sens de ce qui se passe à partir de ce qui s'est passé. Il voulait comprendre, se comprendre. Il trouvait la sécurité dans la multiplicité des perspectives. Le marxisme est fondamentalement une pratique dont l'origine est la lutte des classes. Nier cette lutte, il ne reste rien. Deux géants face à face dans le monde. À moi le coucher de soleil, à toi son lever. L'histoire se faisait une pour la terre entière. Merleau-Ponty contestait la légitimité de l'organisation communiste. Il demanda ce que le marxisme offrait. Il trouva l'unité future d'une société sans classe et en attendant une chaude amitié de combat. La revue Les Temps modernes, nous y rêvions depuis 1943. Pourquoi il signait TM, des éditoriaux que j'acceptais sans réserve? Je m'accommodais de l'idée qu'il avait le goût de l'indépendance et toute chaîne lui pesait. Un soir Camus révolté, Merleau-Ponty courtois et ferme, l'un se permettant, l'autre s'interdisant les fastes de la violence. Il me révéla, Merleau-Ponty, que je faisais l'histoire comme M. Jourdain faisait de la prose. Il m'introduisit sans professer, par son expérience. Il disait que la philosophie doit être une spontanéité enseignante. Citant Hegel, l'homme d'action a la certitude que la nécessité par son acte deviendra contingence et la contingence nécessité. Du coup, il posait la vraie question philosophique. Qu'est-ce qu'une dérive? Les citoyens soviétiques savent qu'il y a des camps. Ce qu'ils ignorent, c'est l'ampleur de la répression. Un Anglais disait «
Des camps, ce sont leurs colonies. Merleau-Ponty répondit donc: nos colonies sont nos camps de travail à nous. La seule concession, c'est que l'URSS est grosso modo du bon côté de la barrière, avec les forces qui luttent contre l'exploitation. En Chine, on crache sur 2 statues de traîtres depuis un millénaire. Ils sont tout luisants. Merleau-Ponty souffrit moins d'être insulté par ses proches que de ne plus pouvoir les estimer. Ceux qu'ils détestèrent en lui, c'était eux-mêmes. Merleau-Ponty ne trahit jamais. Débouté, il se réfugia dans sa vie profonde. Merleau-Ponty avait revendiqué du premier jour la position la plus faible, tout faire et ne pas se nommer, comme si son arme la plus efficace eût été sa fragilité. Il n'était engagé par rien ni par personne, léger, libre comme l'air. En 1953, Merleau-Ponty perdit sa mère. Elle était sa vie, témoin lucide de son enfance. La douleur, c'est le vide. Cette mort le renvoyait à sa méditation première, la chance qu'il avait fait si malchanceux. La vie, la mort, l'existence. Le philosophe n'est pas celui qui veut expliquer ou construire le monde, mais approfondir notre insertion dans l'être. La descente aux enfers fit découvrir à Merleau-Ponty une découverte du cœur. La nature est en haillons, disait Whitehead. Hostile à l'intellectualisme, Merleau-Ponty interroge le peintre et sa pensée manuelle, sauvage, artisan privilégié. Le corps est pris dans le tissu du monde, mais le monde est fait de l'étoffe de mon corps. Il s'est rapproché de Heidegger. L'être est l'unique souci du philosophe allemand. L'homme reste le souci principal de Merleau-Ponty. En publiant nos 10 sentiments, il semblait que nous dussions les rendre irrémédiables. Chacun n'engageait plus que lui-même. Il ne nous manquait ni l'affection, ni l'estime, l'entreprise. Nous nous opposions l'un et l'autre à la dictature brouillonne du gaullisme et pas du même avis sur les moyens de lutter contre elle. Maurice Papon, préfet de police, ne s'étonne plus de rien. Merleau-Ponty donne l'antidote en s'étonnant de tout. Il rappelle après Platon que le philosophe est l'étonnement. Nous nous retrouvons par notre aventure temporelle au sein de l'aventure humaine, singulier dans la culture universelle. Voilà comment s'aiment les hommes à notre époque, mal. Jacopo mit à la porte de Titien car il a du génie. Titien n'était pas commode, et à 12 ans le don n'est rien, un rien l'efface. Il faut de la patience pour changer l'aisance en talent en 1530. L'art de peindre reste une technique compliquée, un savoir-faire plutôt qu'un savoir. Voile sur le jeune Robusti. Seul Tintoret promet d'être excellent. La voie est libre. Providence réservée aux adolescents qui vont mourir. Le Titien désigne officiellement son successeur, le Véronèse. À 30 ans, il frappe fort. Saint-Marc, servant l'esclave, sauvant l'esclave, l'œuvre étourdie. Quand on ne veut pas de ses toiles, il les donne. Jacopo Robusti, aujourd'hui la peinture est une force au tableau, en ce temps-là c'était un marché aux peintres. Jacopo se battra jusqu'à sa mort. Il était mandaté par toute une population travailleuse pour reconquérir par son art les privilèges du Vénitien pur sang. Il faut produire à tout prix. Jacopo, le pestiféré, vivra en demi-quarantaine, au milieu des siens, les aimant d'autant plus que les autres sont plus nombreux à le détester. Tintoret capte à son insu le protestantisme larvé et travaille pour des marchands. Il paraît ignare. Il restera à Venise. L'étranger commençant à Padoue, il n'en sortira pas. Jacopo Robusti restera maître chez soi, indépendance économique et liberté de l'artiste. Tintoret a voulu être le plus humble des riches et le plus distingué de leurs fournisseurs, faux bourgeois plus vrais que les vrais. Sur ses toiles, image embellie d'une bourgeoisie qu'il ne trahit pas. Sans l'art, que serait-il? Teinturier? La force l'arrache à sa condition. Il incarne le puritanisme bourgeois dans une république aristocratique à son déclin.
Michel-Ange ne connaît pas de rival et n'admet aucun juge. 100 ans plus tard, aux Pays-Bas, on redécouvrira l'être dans la profondeur du paraître, et l'apparence reprendra sa dignité. Vermeer nous donnera le ciel et la terre sous la forme d'un petit mur de briques. En Italie, montrer l'homme au tout-puissant qui a daigné le tirer du limon, c'était un acte de grâce, un sacrifice. Le génie, mot nouveau, conflit du relatif et de l'absolu. Dieu s'est tu, reste Venise comme jury d'honneur. La Sérénissime a faim de prestige. Le Tintoret aurait écrit sur les murs de son atelier la couleur de Titien et le modèle de Michel-Ange. Aucune référence à Jacopo Robusti. Un voyageur agacé peut demander des comptes à Venise. Une exposition de Giacometti, c'est un peuple sculptant des hommes qui traversent une place sans se voir. Le vide se glisse partout. Chaque créature sécrète son propre vide. Le réel engendre le no man's land qui l'entoure. Ces peintures, comment peindre le vide? L'homme et l'objet sont dans le même tableau. Les apparitions s'affirment et se limitent en se définissant. Le contour du bras ou de la hanche se perd dans un miroitement de lumière qui l'escamote. Il veut peindre ce qu'il voit, tout juste comme il le voit. Les yeux, le nez, la bouche, il veut en faire des feuilles dans un feuillage. Son art s'apparente à celui du prestidigitateur. Personne ne peut aller plus loin. La beauté trahit les hommes et se range du côté des rois. Van Gogh commença par tout fausser. La plus tendre, la plus innocente des gracilités naturelles est inséparable de l'horreur. Robert Lapoujade peint le couple, montre la torture quand c'est notre profondeur. La beauté ne cache pas, elle montre. L'artiste est un suspect, il jouit des grands avantages, mais tout citoyen possède en échange le droit de lui réclamer des comptes. La nature et les autres lui ont fourni des prétextes. Si le peintre veut animer sa peinture, qu'il projette sur les choses la transcendance de l'homme. Nulle part, André Masson n'a mieux joué de la ligne, allégé, mobilisé les contours. Les tournoiements de ses surfaces ne sont plus sensibles. L'artiste disait, Paul Klee, est mieux qu'un appareil photo en plus subtil. Il est une créature sur terre dans l'universel, créature sur un astre parmi les astres. Klee justifie son réalisme. L'être réside dans la fonction précise remplissant ce qu'on peut encore appeler Dieu. Wolz répond dans les reflets. Il est superflu de nommer Dieu ou d'apprendre quelque chose par cœur. Sous le pinceau, Klee s'approche de l'acte pur. Wolz donne dans un quiétisme contemplatif. Ce qui compte, s'ouvrir, attendre, saisir l'insaisissable ou plutôt se laisser saisir par lui. Ouvrons la besace de Wolz. L'univers est un doigt, toute chose est un cheval. Altérité de l'être révélant dans un doigt la présence cancéreuse de tout, ou du buffet excelle. Il peint les femmes en braves bêtes besogneuses. Wolz est fasciné par les structures microscopiques de la matière. Autre loi, tout est fixé, cerné, les contours sont arrêtés. Intime accident de la substance, la chose surgissant provoque une indétermination radicale du site. Notre condition humaine ne dévoile son insoutenable horreur qu'à des yeux sans connivence. Enfin l'objet paraît, c'est l'être et le monde, et c'est le monde. C'est l'angoisse et l'idée, gouache improvisée, qui ne renvoie qu'à soi. La beauté, preuve silencieuse, unité cosmique des parties et du tout. Werner Hoffmann a raison de comparer ces gouaches à ces créatures d'une abominable beauté qu'on voit dans les aquariums de Naples ou de Monte-Carlo. La plus belle d'Europe, c'est la rue Rochechouart. Quand on la regarde du boulevard Barbès, on croit deviner la mer. La vraie Venise, vous la trouverez toujours ailleurs. L'autre Venise est au-delà de la mer. Je relève les yeux, tout est redevenu pareil. Fin de la deuxième partie. Merci.